Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans 101%, on va revenir sur 101%. Vous avez compris? On fait une émission, c'est un 101% avec tout ce qu'il faut dans 101%, Katsuka, critique flash, splash or crash, hyper dur à dire. La critique flash, splash or crash, quand je l'ai écrit, je me suis dit waouh, la minute du geek sur les Templiers, mais aussi on va parler des 101%. Des 101% depuis le début, les 101% le plus long, le plus court, etc. Mais on commence avec les news, parce que ça, c'est toujours 101%. Ce n'est pas la première fois que le hérisson bleu se paye une escapade sur les smartphones et tablettes. Mais avec Sonic Dash, la mascotte de Sega se lance dans une course effrénée de type Endless Runner. À la manière de Temple Run, devenu l'archétype du genre, vous devez tapoter votre écran pour diriger la course de l'hérisson qui, elle, ne s'arrêtera jamais, à moins de buter sur un obstacle. Un gameplay qui colle parfaitement à l'univers de Sonic, à se demander pourquoi cela n'avait pas été fait avant. Par contre, le prix est assez élevé pour un jeu du genre, 1,75€, sans compter que celui-ci propose également d'acheter des options supplémentaires dans le jeu. Disponible depuis fin septembre 2012 sur PS3 et 360, Dead or Alive 5 s'est révélé une valeur sûre du jeu de combat, avec son gameplay de type pierre-papier-ciseaux, correspondant à coup contre projection. Les joueurs qui n'ont pas cédé au charme du titre de la Team Ninja seront peut-être plus sensibles à ceux de cette future version PS Vita qui sort bientôt, à la fin du mois de mars. Particularité de cette version, entre autres, le Touch Fight, qui permettra de maltraiter son adversaire via l'écran tactile. On se demande bien pourquoi ils ont choisi d'illustrer cette fonctionnalité, avec Kasumi d'ailleurs. Les joueurs sur Vita pourront également affronter en ligne les joueurs sur PS3. Une démo devrait être disponible sur le PSN d'ici à la sortie du jeu, qui permettra de s'essayer à quelques combats avec Kasumi, Hayabusa, Elliot ou encore Tina. Pour l'anecdote, les costumes et autres bonus débloqués durant la démo pourront être conservés si jamais le joueur se décide à débloquer l'intégralité du jeu. Tout comme DMC Devil May Cry récemment, Lost Planet 3 n'a pas été développé en interne à Capcom. C'est le studio californien Spark Unlimited qui s'est chargé de ce nouvel épisode de Lost Planet. Ce studio s'est fait connaître pour avoir développé Call of Duty Finest Hour en 2004 et travaille en ce moment avec la Team Ninja sur Yaiba Ninja Gaiden Z. Ce nouvel épisode sera une préquelle où le protagoniste, Jim Payton, devra découvrir la vérité sur la planète Eden Free et sur la compagnie Nevek qui n'est pas encore devenue l'entité toute puissante du premier épisode de la série, sorti début 2007. A voir maintenant si les nouvelles aventures musclées des hommes stationnés sur la planète de glace, prévues pour une sortie européenne le 28 juin, arriveront à être le blockbuster de l'été prochain. On commence à parler des 101% avec les records des 101%, le record du 101% le plus court. Alors je vous laisse réfléchir, qui a pu faire le 101% le plus court? Effectivement, ça ne peut pas être moi. Qui a pu faire le 101% le plus court? En fait, c'est Dr Lacave qui avait fait le 101% le plus court, et c'était à une époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, où il y avait beaucoup de grèves sur Paris et on ne pouvait plus se déplacer dans Paris. Et en fait, Dr Lacave annonce qu'il n'y aura pas de 101% en fait, à l'image, mais on a mis le générique 101%, donc c'est un 101%, voilà, il fait 59 secondes. Voilà. Et le 101% le plus long, à votre avis, qui a fait le 101% le plus long? Oui, voilà, oui, c'est moi, voilà. C'est un 100% avec des news de l'iCube, donc c'est un peu normal, donc eux, ils ont fait beaucoup de news, mais il y avait moi aussi où je présentais tous mes magazines des années 80, vous savez, Hercule, Club Dorothée Magazine, etc. Et donc j'ai pris pas mal de temps, il fait 58 minutes 48. J'aurais su, j'aurais poussé un petit peu, on aurait fait 1 heure. On regarde Katsuka. Salut à tous! Cette semaine dans Katsuka, vous verrez un seul court-métrage, mais qui est une véritable récompense à lui tout seul. The Reward, comprenez la récompense, est un court-métrage de 9 grosses minutes réalisé par des étudiants de l'école danoise The Animation Workshop, dont j'avais déjà diffusé Space Stallions. J'ai vraiment flashé sur ce film où l'on suit 2 jeunes aventuriers en herbe lancés dans une grande chasse au trésor, mais où leur récompense ne sera pas forcément faite de pierres précieuses. Dans The Reward, il y a du courage, de l'amitié virile et d'innombrables clichés épiques. C'est un hommage ultime au voyage, à l'aventure et à l'accomplissement de soi. Et c'est le genre de film où l'on sent à chaque plan l'énergie débordante de ses réalisateurs.
Si vous avez aimé le film, sachez que les auteurs viennent tout juste de lancer leur propre studio nommé Sun Creature afin de continuer l'aventure de The Reward en série TV. Une campagne de financement est actuellement en cours sur Kickstarter et n'hésitez pas à les soutenir. Voilà voilou, à dans 15 jours. On continue avec les 101%. Maintenant, on va passer au 101% le plus vu sur No Life Online. À votre avis, quel est le 101% le plus vu? En fait, c'est un 101% qui date du 1er avril 2011. Et en fait, l'intro, c'est une intro pirate de Razer. Vous savez, le pirate de jeux vidéo, etc., informatique. Il avait fait l'intro. Et ensuite, il y avait les 3 animateurs de l'époque de 101%. C'est-à-dire... Enfin non, même pas. Moi, j'étais plus animateur, je crois. Il y avait Benoît Pili et moi. Et en fait, c'est une émission spéciale. Et donc, Razer avait fait dans son petit bidouillage du début un code cadeau. Et on pense, avec Alex, que si c'est le 120% le plus vu, c'est juste parce qu'il y a un cadeau à la clé. C'est pas bien. Par contre, le 120% le moins vu, je suis triste. Je suis très triste parce que c'est moi aussi. C'est un 120% de 2009. Et on l'a re-regardé avec Alex, là, juste. Et au début, j'ai pas compris. Parce que c'est vrai qu'au début, on me voit et je ne parle pas, je fais. Et je ne parle pas. Et je me suis dit, bah, je comprends pourquoi les gens ne regardent pas, parce qu'il n'y a pas le son. Bon, en fait, il y avait que moi qui ne parlais pas et j'avais inventé cette vanne que j'avais complètement oubliée. En fait, au bout d'un moment, je commençais à bouger ma tête comme ça, machin. Et j'avais des pouvoirs psy. Et après, je parlais au public sans bouger la bouche. Et c'était drôle. Je l'ai revu, j'ai ri. J'avais oublié. Je suis triste que vous l'ayez pas vu parce qu'il a fallu qu'on tourne les plateaux. Après que j'enregistre ma voix, que j'ai eu l'idée. Non, c'est pas bien. C'est pas gentil. Voilà. Donc faites remonter un peu ce 120%, s'il vous plaît. Il le mérite. On regarde la critique flash de Splash or Crash, impossible à dire. Splash or Crash est le titre européen d'un jeu sorti au Japon sous le nom Houston. Jeu de mots sur la ville Houston, ne me demandez pas pourquoi. Et aux États-Unis sous le nom Kersplouch. Avouez que le nom français est le moins rigolo des trois. Ils auraient dû l'appeler Plouf, ça aurait été bien plus simple.
Le concept du jeu pourrait en effet figurer dans le top 10 des concepts les plus crétins du jeu vidéo, ce qui n'est absolument pas une critique, bien au contraire. Jugez plutôt, on lance une pierre dans un puits jusqu'à ce qu'elle touche le fond pour faire plouf, le joueur étant bien entendu la pierre. Et voilà, c'est tout. Alors évidemment, on peut incarner entre guillemets plusieurs types de projectiles. Une pierre, mais aussi une balle en plastique, un melon, un poisson en bois, un joyau ou encore une boule de fer. Chacun des 10 projectiles à débloquer possède des attributs différents. Le joyau est plus petit mais plus fragile aussi, la balle en plastique est incassable mais très lente, tandis que la pierre dispose d'un boost énorme. Les puits, qui se débloquent au fur et à mesure et sont eux aussi au nombre de 10, sont en effet quelque peu encombrés avec des planches, des ventilateurs, des étoiles et bien d'autres obstacles comme des pizzas. Du coup, notre projectile peut se briser en 1000 morceaux avant d'atteindre l'eau. Et comme il gagne en vitesse et que plus il va vite, plus le choc est violent, une partie peut se terminer de manière express. Heureusement, des bulles à éclater permettent de regagner un peu de vie. Évidemment, l'objectif consiste à atteindre le fond du puits le plus rapidement possible, son temps pouvant ensuite être street-passé afin d'être partagé. Des anneaux de boost peuvent donc être franchis et sachant que certains s'avèrent être des leurs, il conviendra de mémoriser les obstacles pour espérer faire un temps potable. Chaque projectile possède une physique propre et il n'est pas rare de perdre du temps à cause d'un rebond ou d'une planche de bois qui se décroche pour tomber dans le puits à son tour. Splash or Crash n'est pas vraiment un nouveau jeu, car s'il est sorti fin février sur l'eShop de la 3DS, il est disponible depuis juin 2011 au Japon. Il a d'ailleurs été développé par le studio japonais Poisoft, fondé en 2008, qui a développé pas mal de petits jeux téléchargeables sur WiiWare ou 3DS. Il semblerait d'ailleurs que le studio soit féru de jeux de mots pourris, le titre de leur production prétend souvent à sourire comme Ouda qui signifie « je suis le roi » mais se prononce comme le mot anglais « order ». Ouais, je suis d'accord, l'auteur de cette critique est plutôt du genre bon public. Même les bruitages et les musiques l'ont amusé. Tout comme les mini-dialogues en anglais qui précèdent la tombée dans le puits et peuvent être zappés d'un coup de pouce sur l'écran tactile. Le petit prix de Splash or Crash, environ 3 €, ne suffit pas à justifier son faible contenu, ses légers ralentissements et un gameplay un peu mou. Les projectiles se dirigent en effet à l'aide du stick analogique et possèdent une inertie nécessitant une légère anticipation dans ses mouvements, ce qui oblige le joueur à apprendre par cœur le pattern d'obstacles des 10 puits. On aurait également aimé pouvoir jouer au stylet ou à l'aide de la croix directionnelle. Mais les développeurs en ont décidé autrement. On n'ira pas jusqu'à dire que ce titre concept fait plouf, mais c'est vraiment histoire de ne pas se mouiller. On termine avec le 101% dont je suis le plus fier. Voilà, tout simplement, on n'a jamais aussi bien servi que par soi-même. C'est un 101% où j'avais annoncé, j'avais fait pas mal de teasing où j'avais dit attention, je me rappelle sur internet, j'en avais parlé, attention ce soir, le 101% va être interactif, on va pouvoir jouer avec vous. Et le 101% commençait. Et tout le long, je disais attention, on va jouer à un jeu. Alors en gros, je crois que je me rappelle, c'était un pierre-feuille-ciseaux, tout simplement. Et que j'allais pouvoir jouer avec vous, le public. Et le truc, c'est que je passais tout mon 101% à énoncer toutes les box sur lesquelles on pouvait voir 101%. Et je disais, alors vous, si vous avez une télécommande sur la Free, alors il faut faire comme ça. Si vous êtes sur Orange, éteignez une fois, rallumez une autre fois. Si vous êtes sur Dartybox, faites autrement, machin, tout ça. On est sur Dartybox ? Oui, c'est bien ce que je me rappelais. Bon, après, je sais pas combien de gens nous regardent. Ça serait drôle de faire un sondage. Voilà. Et à la fin, en fait, je disais aux gens, appuyez sur vos télécommandes. Et forcément, il se passait rien. Mais je sais que sur le forum de No Life, j'étais très fier, parce qu'il y a des gens qui ont fait « J'ai appuyé, je me suis fait avoir !» Et qu'est-ce que j'étais fier de moi. Voilà. Bon, bah oui, je suis un vil connard. Voilà. On regarde la Minute du Geek sur les Templiers. Eux aussi, c'était des vils connards, des fois. Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! Les pauvres chevaliers du Christ du temple de Salomon, plus connus sous le nom de Templiers, sont l'un des ordres de chevalerie les plus connus. Avec le temps, cet ordre s'est vu auréolé d'une aura de mystère, le plaçant au cœur de nombreuses théories mystiques ou conspirationnistes. Dans le jeu vidéo, les Templiers apparaissent notamment dans Timegate, les Chevaliers de Baphomet, Deus Ex ou plus récemment la saga Assassin's Creed. Mais qui étaient-ils vraiment? L'ordre du Temple naît en 1119 sous l'impulsion d'Hugues de Payen. Nous sommes alors 20 ans après la reconquête de Jérusalem lors de la première croisade, et de nombreux pèlerins font le voyage depuis l'Europe vers la Cité Sainte. Mais les routes ne sont pas sûres, les bandits sont nombreux, et de nombreux pèlerins sont massacrés. Hugues de Payen propose de fonder un groupe de moines soldats capables d'escorter les pèlerins.
Le roi de Jérusalem, Baudouin II, donne son accord et octroie un local à Hugues de Payen et ses hommes, la mosquée d'Al-Aqsa, que l'on pense à l'époque avoir été bâtie sur les ruines du mythique temple de Salomon. Les moines guerriers d'Hugues de Payen prennent donc le nom d'ordre du Temple ou Templiers. A l'origine, les Templiers ne sont que 9, parmi eux Hugues de Payen, Godefroy de Saint-Omer et André de Montbard. Ces premiers Templiers sont uniquement financés par la charité, d'où leur nom de pauvres chevaliers du Christ. En 1129 toutefois, l'Église reconnaît l'ordre du Temple, et les Templiers font alors l'objet d'une grande vague de charité qui, paradoxalement, fera d'eux une puissance économique. Ne payant pas d'impôts suite à un décret du pape, les Templiers deviennent riches et puissants, achetant des terrains, des fermes et des châteaux, étendant leur influence tout autour de la Méditerranée. Au pic de sa puissance, l'ordre comptait entre 15 et 20 000 membres, dont seulement 10% étaient des chevaliers. Les Templiers commencèrent également à prêter de l'argent à divers souverains et nobles, faisant d'eux l'une des premières banques. Emboîtant le pas des chevaliers teutoniques et des hospitaliers, les Templiers se mirent à envisager la fondation de leur propre État. Évidemment, cette puissance attisa les convoitises et causa la chute de l'ordre 2 siècles après sa fondation. Criblé de dettes, le roi de France Philippe le Bel chercha à se débarrasser de l'ordre et par là même rafler leur prétendu trésor. Avec la complicité du pape Clément V, Philippe le Bel fit accuser les Templiers de sorcellerie et de diablerie. Le vendredi 13 octobre 1307, un mandat d'arrêt contre les Templiers fut ordonné. Les membres de l'ordre capturés furent soumis à la torture, durant laquelle ils avouèrent tout et n'importe quoi. En novembre 1307, le pape ordonna la saisie de tous les biens des Templiers. Un long procès commença, au terme duquel les chefs des Templiers, notamment leur dernier grand maître Jacques de Molay, furent brûlés en place publique en 1314. D'après la légende, alors que les flammes le consumaient, Jacques de Molay aurait maudit Philippe le Bel et Clément V. Tous deux moururent dans l'année. Il faut noter que tous les Templiers ne furent pas exécutés. Certains parvinrent à s'enfuir en Écosse ou bien furent accueillis par d'autres ordres de chevalerie, notamment les Hospitaliers, ou encore changèrent simplement de nom à l'image de l'Ordre du Christ au Portugal. Quant au fameux trésor, il ne fut jamais découvert et continue de faire rêver. Voilà. Allez, ce 120% était mon meilleur 120% de 2013. Ça y est, allez, voilà, il est noté, machin, partout, en or massif, partout, voilà. C'est le meilleur 120% de 2013. Et je vous dis au revoir, à bientôt.